Ça y est, on entame désormais la deuxième partie de cette compétition du championnat européen de football. Oui, il y aura de la surprise, il y aura de matchs hallucinants et pourquoi pas aussi il y aura de la folie tout au long de ces huitièmes de finale de l'Euro Allemagne 2024. Alors, dans ce nouveau podcast animé par Hakim Kakimosiko spécial Euro 2024, je ne serai pas seul comme d'habitude. Je vais partager mon plateau avec Cédric Mouipataï que je dis bonjour et bienvenue. Salut Hakim, salut à nos abonnés, salut à toutes ces personnes qui ont pris l'habitude de nous suivre, de suivre Dream Television pour cette tranche où nous parlons de cette nouvelle compétition européenne, mais surtout qui est dans une phase fatidique, l'élimination directe où nous aurons certainement des équipes qui vont quitter définitivement la compétition. Et puis j'espère que nous allons encore émettre des analyses qui vont être à la hauteur des attentes, mais surtout on va les faire avec beaucoup d'appétence et mettre un peu plus de boulimie parce que le plus important c'est prendre du plaisir. Voilà, moi je ne cesse d'adorer vos prédictions, vos analyses, car ça va de pair avec la réalité sur le terrain. Je ne cesse de le dire que même ce qui est le football n'est pas une science exacte, mais fort, et parfois aussi que nous tombons dans des très bonnes directions. On en parle aujourd'hui, huitième de finale. On vous a choisi quand même 3 rencontres pour ces samedis ainsi que le dimanche. On en parle avec Suisse, Italie, Allemagne, Danemark et ensuite Espagne contre la Géorgie. Donc il y aura, comme je l'ai dit dans mon introduction, il y aura des matchs très hallucinants et pourquoi pas aussi de la surprise et des folies, car dans ces 3 matchs il y aura aussi 3 nations qui vont quitter la course et ça ne sera pas facile. Donc on commence directement avec la toute première rencontre Suisse-Italie. Cédric Mouipataï, j'aime toujours le dire souvent comme ça. À quel film est-ce que je t'attends? Le film, il est connu. Un qui tire à la compétition et l'autre va rester. Donc, coûte qu'écoute, il y aura un vainqueur. Et voilà, c'est ça le verdict et le film que nous devons nous attendre de cette rencontre. Un match qui s'annonce très très difficile entre les deux formations. Quand on voit le parcours différent de ces deux formations, l'Italie qui est passée de justesse, il fallait attendre jusqu'à presque la 98e minute devant la formation de la Croatie qui menait jusque dans les money time. Cependant, la Suisse a tenu la dragée haute à la formation de l'Allemagne qui est revenue au score. C'était presque une domination territoriale. C'est vrai que l'Allemagne était déjà qualifiée, mais il fallait essayer de bien finir en bonté parce que on finit à domicile. 2 équipes au profil complètement opposé entre ces deux nations. Et certainement, on s'attend aussi à, comme l'Italie l'aime bien, à une rencontre serrée de la part des Italiens pour essayer de profiter des espaces, pour essayer de marquer, de surprendre la formation suisse. Mais cette formation suisse amenée par Akanji en défense, le défenseur de Manchester City, c'est une formation de la Suisse qui regarde droit dans les yeux ses adversaires et elle a démontré tout au long de cette compétition amenée par Granit Xhaka, le capitaine de cette formation. Eh bien, le plus important sera le meilleur dans les détails va l'emporter certainement, mais ce qui est vrai, les films va finir peut-être après 90 minutes ou 120 minutes et voilà, le meilleur sûrement va passer. 120 minutes, on risque de dépasser à la séance fatidique de tir au but. Vous avez quand même suivi les parcours de la Suisse, qui a quand même tenu tête devant la grande nation de football, l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Suisse devant l'Italie, la Suisse peut concurrencer aujourd'hui les grandes nations? Quand vous regardez cette compétition, on peut dire que le football a évolué et a évolué certainement. Mais aujourd'hui, la Suisse, c'est vrai que cette formation suisse n'a pas gagné, mais cette formation a toujours des talents.
des talents aujourd'hui. Quand cette équipe suisse joue, vous sentez que c'est une formation qui est bien préparée, avec 2 joueurs aujourd'hui qui évoluent dans des grandes équipes. En les stars, comme je l'ai cité, le capitaine Granit Xhaka, on va parler de Brian Mbolo, ces joueurs originaires du Cameroun. On va parler autant de joueurs comme de Akonji. Ce sont 2 joueurs aujourd'hui qui font leur preuve du côté de l'Europe. Donc la Suisse a 2 armes à faire prévaloir devant la formation de l'Italie. C'est vrai que le poids de l'histoire va peser entre ces 2 formations. L'Italie qui a le sacre de cette compétition, c'est le sacre à défendre quand on sait que l'Italie avait manqué la Coupe du Monde précédente, et c'est une compétition pour l'Italie pour essayer de remettre cette nation sur le bon rail, parce que c'est l'objectif avec la nouvelle génération, avec des Scamacca, l'avant-centre de cette formation qui va porter cette formation de l'Italie avec Donnarumma dans le but. Le but ultime de cette formation, c'est d'aller encore un peu plus loin dans cette compétition. C'est vrai que c'est une formation qui est aussi en train de s'y reconstruire, mais c'est vrai que la Suisse peut regarder droit dans les yeux cette formation de l'Italie, parce que la Suisse en a prouvé, et elle a la capacité de faire ça. Est-ce que l'Italie peut fait peur à cette formation de la Suisse? Le poids de l'histoire, oui, mais sur le terrain, je ne crois pas que cette Italie-là peut aujourd'hui faire très très mal à la formation. Et d'ailleurs, on connaît l'Italie avec son jeu serré, cette formation de l'Italie qui ne compte que sur le résultat. Un match qu'elle ne peut pas gagner, elle ne va plus non plus vouloir la perdre. L'Italie a la capacité de jouer 120 minutes. On a vu les différentes rencontres de l'Italie, mais ces derniers temps, c'est une équipe de l'Italie qui a aussi la capacité. Il a fait devant l'Angleterre. Exactement. Mais ils sont déjà habitués. On a vu aux éliminatoires de la Coupe du Monde, cette formation s'est loupée et complètement devant de formations qui étaient abordables, et là ça craint. Et quand on regarde ce que l'Italie a fait tout au long de cette première partie de la compétition, là ça craint. Mais voilà, je vais insister sur le poids de l'histoire. C'est une équipe qui a les titres. L'Italie avance toujours comme ça. C'est comme s'ils sont en train de jouer, comme il part mollo jusqu'à arriver à. Ouais, je lis, c'est le poids de l'histoire. C'est l'histoire qu'a cette formation de l'Italie qui fait en sorte que c'est là. Est-ce que l'Italie peut aussi réalité l'espoir? L'Italie peut passer peut-être contre la Suisse, mais elle peut se chuter. Mais le plus important qui peut faire que l'Italie soit favorite dans cette rencontre, parce qu'elle détient le trophée, et là c'est un facteur très important pour l'Italie. Elle va certainement vouloir faire mieux, et j'insiste parce qu'elle n'a pas réussi à jouer la Coupe du Monde, mais elle a ronronné, elle a un tout petit peu ronronné quand on regarde le match contre la Croatie. C'est vrai que c'était la Croatie qui avait vraiment besoin du résultat, et l'Italie a été surprise. Mais cette formation de l'Italie, je doute fort, mais depuis plusieurs temps, on s'est dit toujours, depuis un temps que l'Italie a remporté la Coupe du Monde 2006 et même l'Euro 2020. On s'attendait pas peut-être que l'Italie pouvait les faire devant la formation de l'Angleterre, mais voilà, elle a sorti le grand jeu et elle a réussi à battre. Mais cet effectif de l'Italie, surtout avec Donnarumma dans le but, ça ne rassure pas vraiment. Et d'ailleurs, les supporters du Paris Saint-Germain ne peuvent pas me contredire, surtout avec Donnarumma, avec beaucoup d'espoir qu'avaient ces gardiens, mais ça ne rassure pas. Mais ça reste un match de football, le poids de l'histoire peut faire la différence. Mais attention avec l'Italie, qui peut peut-être être surprise aussi par la formation de la Suisse. Voilà, 5 dernières rencontres entre la Suisse et l'Italie. Donc il y a 0 victoire pour la Suisse, une seule victoire pour l'Italie et 4 matchs nuls. Donc la dernière rencontre Italie-Suisse s'est soldée sur le score de 1 but partout. C'était le 12 novembre 2021 lors de la qualification de la Coupe du Monde 2022. Alors les 2 équipes avec le même système de jeu de 3-4-3, 3-4-3 qui les 2 équipes n'ont pas aussi marqué assez de buts dans cette première partie. Est-ce que vous voyez les matchs se solder par un écart de 2 buts? Ouais, ce sont 2 matchs où
la première des choses, la prudence va encore beaucoup se jouer, mais il faudrait à tout prix se lâcher. Parce que, comme je l'ai dit, il y aura toujours nécessairement un vainqueur. Mais quand on joue contre l'Italie, on ne doit pas s'attendre à des matchs où le match va finir avec 3 buts d'écart. 2 buts d'écart, c'est toujours un peu compliqué parce que ce sont des formations et qui ont été taillées sur mesure sur un système bien déterminé. On doit d'abord garder nos cages inviolées. Si on n'arrive pas à marquer, en tout cas, ils ne vont pas aussi nous marquer. C'est le but. Donc, c'est le but. Donc, c'est ça l'Italie. Mais c'est vrai, au finish, ça va être un match où ils vont toujours finalement vouloir avoir utilisé deux espaces parce qu'il y a des créateurs dans ces milieux de terrain avec Jorginho, qui est un fin créateur. C'est originaire du Brésil, qui va être certainement un élément détonateur dans ces milieux de terrain pour la formation de l'Italie avec de Florenzi et autres. Ça peut se dénouer parce que voilà, c'est un kit tout double qui va se jouer. N'est pas marqué lors du premier tour, c'est une étape, mais lors de cette deuxième phase de la compétition, là, il faudrait vraiment sortir le grand jeu pour essayer d'aller chercher son adversaire dans son dernier retranchement. C'est vrai que c'est un peu compliqué de prédire que dans ces genres de matchs, voilà, il y aura un écart de 2 buts ou 3 buts. Ça peut être de matchs fermés. On connaît déjà les Italiens, ils vont être à 5 derrière. Et voilà, ils vont toujours faire ces grands murs derrière la défense pour essayer de profiter de quelques erreurs, comme ils ont réussi à profiter contre la formation de la Croatie. Et voilà. La formation suisse, qui est aussi une formation joueuse, qui a fait un grand travail au milieu du terrain pour essayer d'aller chercher surtout le dernier geste en attaque. Ça peut se jouer, mais surtout certainement ça va se jouer dans les petits détails surtout. Les petits détails vont faire la différence dans ces matchs, et surtout l'Italie, ça peut se jouer sur un corner, sur un coup de pied arrêté, sur un centre, et ben voilà, la décision peut être faite. Voilà, sur papier, l'Italie part favori, on le sait très bien, mon ami Cédric l'a parlé d'ici, détenteur de la Coupe d'Europe déjà, donc il a plusieurs palmarès, donc il faudrait beaucoup plus de respect à cette Italie, même si sur le terrain, la Suisse peut continuer à surprendre. Alors, bonne chance aux deux nations. Alors, on parle rapidement aussi Allemagne-Danemark, un derby aussi, une grande rencontre. Quand j'ai parlé de match hallucinant, je crois que ces matchs fait partie. Donc, ce sera un grand choc pour ces huitièmes de finale. Comment vous trouvez déjà cette rencontre L'Allemagne a soif de vaincre à domicile cette formation de l'Allemagne, et surtout avec des joueurs comme il y a la jeunesse couplé de vieux bruscards. Il y a Toni Kroos qui voudrait certainement finir en apothéose sa dernière compétition. Il est des retours pour cette compétition pour essayer d'engager, mais Zidane était des retours en 2006. Il a fini sur une très mauvaise image, mais ben voilà, cela n'a pas changé Zinedine Zidane. C'est un match où clairement on ne peut pas, c'est loupé, c'est trompé. L'Allemagne reste favorite devant la formation du Danemark, qui n'a pas perdu, qui n'a pas aussi gagné. Cette formation du Danemark a été très très costaud avec de Eriksen, Højlund, l'avant-centre de Manchester United, mais c'est vrai, quand ça gagne pas, attention, ça peut être compliqué devant le Cador, mais quand même ils ont fait une belle première partie, cette formation du Danemark. Devant la formation de l'Allemagne, ça va être très compliqué. L'Allemagne devant son public, la dernière fois que je pense que l'Allemagne a organisé une compétition internationale, c'était en 2006. L'Allemagne a été éliminée par l'Italie en demi-finale, donc je ne pense pas que l'Allemagne pourrait être débarquée dès la compétition aussitôt, mais voilà, Nagelsmann avait essayé de changer un peu ses plans contre la formation de la Suisse, et ils n'ont pas perdu, c'était des bons augures. D'ailleurs, il avait dit qu'il avait besoin de voir un peu son équipe dans une situation très difficile et très compliquée. Cette formation a réussi à sortir la tête de l'eau, et contre la formation du Danemark, qui n'a pas encore réussi à gagner, l'Allemagne certainement va surfer sur son expérience dans cette compétition et va aller chercher cette formation du Danemark. Je pense que loin de la surprise, j'éviterai la surprise surtout. Je pense que l'Allemagne reste
reste à 90% favori sur beaucoup de plans, sur le terrain, en dehors du terrain, sur beaucoup de compartiments. Voilà, la Mannschaft a réalisé une très belle phase de poule en terminant première de son groupe avec 2 victoires obtenues face à l'Écosse en ouverture de la compétition, 5-1 et contre la Hongrie dans la foulée 2-0. Avant finalement de buter sur la Suisse lors de la dernière journée, un but partout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Allemagne peut douter? Douter, c'est fort. Mais c'est vrai, le football, c'est 90 minutes, mais on aime le football quand il y a des favoris. Hakim Osiko, vous savez, je dirais aujourd'hui, Pep Guardiola reconnaît que le Real Madrid reste l'équipe à battre dans les différentes éditions de la Ligue des Champions. Et l'Allemagne reste l'équipe à battre dans cette Coupe d'Europe. Et l'Allemagne, devant la formation du Danemark, je ne crois pas que cette formation peut douter. Mais c'est vrai, avec un excès de confiance, ça peut être compliqué. Mais l'Allemagne est faite pour aller chercher le sacre dans cette compétition parce qu'elle évolue à domicile. Quand on voit l'échec de ces derniers temps du Bayern Munich, qui est l'emblème, l'image de cette sélection, ça va un peu mal. Quand on voit le Borussia qui avait perdu en finale et l'Allemagne pour elle, laver un tout petit peu cette saison en remportant cette compétition. Ça sera très important pour cette formation de l'Allemagne avec la majorité de joueurs qui évoluent au niveau local. Douter, je pense que le pourcentage des doutes pourrait être amoindri. Surtout quand on sait aussi l'exigence. Vous savez, les dirigeants allemands sont les dirigeants les plus exigeants au monde. Si on parle d'exigence, l'Allemagne reste cette nation très exigeante, même du côté du club, même en sélection nationale, ça badine pas. Nagelsmann, il a la chance d'être jeune et puis briguer un poste dans cette sélection. Je pense qu'il n'a pas, je dirais pas droit à l'erreur, mais il sait à quel film s'attendre et surtout qu'est-ce qui arrivera si l'Allemagne ne se qualifie pas pour son sort en tout cas. Déjà, Jonathan Tah sera absent. La présence aussi de Rudiger est sceptique. Pensez-vous que la défense de l'Allemagne peut balloter lors de la rencontre face? Oui, mais quand vous avez des cadres certainement, quand vous avez des cadres qui ne sont pas là. Mais quand vous regardez cette équipe, c'est vrai qu'elle a une force offensive énormissime. La première arme pour cette équipe, c'est l'offensive. Donc, ils ont marqué 8 buts, c'est énorme. J'ai vu l'Espagne faire 9 points, mais n'est pas marqué 8 buts, je pense. Donc, ils n'ont pas marqué 8 buts. C'est l'Allemagne qui reste la meilleure attaque dans cette compétition. Et là, c'est un atout. Si les attaquants n'étaient pas là, il y a Musiala qui a déjà 2 buts. Dans cette compétition, c'est déjà des bons augures. Je pense que la force de l'Allemagne, c'est l'attaque. Mais je pense aussi la rigueur défensive est importante. C'est vrai que Rudiger, incertain, mais il peut jouer. Mais ils ont de quoi. Là, attention, ça peut regretter Mats Hummels qui n'est pas là. Mais voilà, ça reste une vieille gloire. L'Allemagne peut bien faire la différence parce que la première force de cette équipe, c'est l'attaque. Quand on voit que le Danemark, offensivement, ce n'est pas une équipe qui bouillonne. Donc, c'est une équipe qui est en train de se rechercher. D'ailleurs, Højlund, déjà avec Manchester United. Il n'a manqué que 2 buts aussi, imaginez. Imaginez. Donc, je pourrais appeler José Mourinho pour nous faire cette anecdote. Il a appelé Benzema, donc de tous les mots. Si c'était José Mourinho avec Manchester, avec Højlund, je pense que Højlund ne pourrait peut-être pas jouer. Donc là, ça craint. Eriksen qui est, c'est vrai, un tout petit peu en feu, mais c'est aussi un vieux dans ce milieu de terrain où on a la jeunesse avec de Musiala, avec de joueurs comme le joueur du Bayer Leverkusen, les petits qui est convoité un peu plus vite, un peu plus partout. Donc ça peut faire très mal. Bref, la défense peut être inquiétante, mais pas inquiétante parce qu'il y a 2 armes en défense qu'il faudrait mettre en place, mais la force de l'Allemagne reste l'attaque. Vous avez parlé d'Eriksen, vous parlez de Holmgren. Est-ce que ces attaquants peuvent rivaliser dans cette défense allemande et
titiller l'Allemagne, aller chercher la qualification, créer une sensation ou la surprise dans cette deuxième partie de cette compétition? J'aimerais faire un tout petit peu un récapitulatif de nations qui ont été éliminées au deuxième tour facilement. L'Euro 2000, je me dis au Portugal, le Portugal est éliminé en demi-finale. Et puis devant la Grèce, hein. Ouais, devant la Grèce. Et en tout cas, j'ai pas vraiment vu beaucoup de nations organisées à l'Euro et être surtout des nations favorites et être éliminées de si tôt. Et surtout le Danemark devant la formation de l'Allemagne avec cette soif de vaincre de l'Allemagne. En tout cas, je doute un tout petit peu. Je doute un tout petit peu. Mais c'est vrai que le football reste une science inexacte. Le caractère versatile du football nous prouve avoir beaucoup de réserves quand nous analysons. Mais c'est vrai, à moins d'une surprise, que seul le ciel va décider. Mais je ne vois pas le Danemark faire mal à la formation de l'Allemagne. Voilà. Voilà, on peut parler de quelques points clés du match Allemagne-Danemark. L'Allemagne a le privilège de jouer à la maison durant toute la campagne. D'un point de vue historique entre les deux sélections, l'Allemagne est malmenée par cette sélection danoise. 2 victoires en 9 oppositions directes. L'Allemagne veut gagner ce titre pour essuyer le déblac du dernier Euro et de 2 derniers mondiaux. L'Allemagne n'a plus perdu depuis 7 matchs et invaincu en 2024, 5 victoires et 2 matchs nuls. La force offensive allemande est largement supérieure à celle danoise. 8 buts inscrits par l'Allemagne, 2 seulement pour le Danemark. Füllkrug, voilà. On devait parler de lui. Et Musiala sont co-meilleurs buteurs de la compétition avec 2 chacun. Le Danemark a réalisé 3 matchs nuls en phase de groupe. L'Allemagne a semblé à peine physiquement face à la Suisse, mais a eu 2 jours de repos supplémentaires par rapport au Danemark. Donc voilà un peu l'élément clé de ces deux sélections pour cette rencontre qui va opposer la Suisse à l'Allemagne. Avant de clôturer, on devait parler quand même un peu aussi de cet attaquant, Füllkrug, qui ne cesse de m'impressionner. Et voilà, cet attaquant puissant qui a surpris le Paris Saint-Germain. Son nom restera suspendu encore. Il a été le cauchemar de la formation du Paris Saint-Germain lors de la Ligue des Champions. Il a failli aussi faire mal au Real Madrid, mais le Real a réussi à éteindre ses ardeurs. C'est un attaquant qui est en train de monter en puissance. C'est vrai qu'il a un tout petit peu la chance ou la malchance de ne pas jouer au Bayern parce qu'il y a Harry Kane. Ça va être un peu compliqué pour lui. Mais dans l'avenir, je pense que déjà c'est qu'il est en train de le produire. Le Borussia a la chance d'avoir de très bons avant-centres et surtout je parle du Borussia et puis de l'Allemagne parce que il y a eu Füllkrug, il y a eu Lewandowski, il y a eu Erling Haaland, il y a eu Pierre-Emerick Aubameyang, ce sont les joueurs qui sont passés par Borussia. Borussia a la facilité de dénicher des talents. Et puis l'Allemagne qui a toujours eu des très bons avant-centres partant de Miroslav Klose. Et puis voilà, tous ces avant-centres qui sont passés par là ont été bons. Le monsieur est en train d'assurer et de rassurer au niveau de l'attaque de cette formation de l'Allemagne. Et quitte à lui de rester sur cette très bonne dynamique. Attention aux Danois parce que la puissance de Füllkrug peut faire mal à cette défense danoise. Voilà. On va parler des pronostics à la fin, donc on va les faire tous ensemble au même moment. Mais rapidement, est-ce que vous voyez l'Allemagne battre l'Allemagne sur un écart de 2 buts? L'Allemagne contre le Danemark. On ne parle pas de score, on parle tout simplement un écart de 2 buts. Ouais. C'est possible. C'est possible. Voilà. C'est clair parce que l'Allemagne a une attaque qui crache le feu. Donc, il y a en 3 matchs, on ne peut pas ça. Voilà. On change encore une fois de plus de chapitre. On parle cette fois-ci de la Roja, l'Espagne qui va recevoir la Géorgie des Sagnols. Une équipe aussi qui ne cesse de monter en flèche. Donc, ça sera aussi une grande rencontre. Même si, sur papier, déjà l'Espagne, par favori, il a réalisé un parcours sans faute. 3 matchs, 3 victoires,
aucun but encaissé. Donc, parmi les meilleures attaques et parmi aussi la meilleure défense. C'est la régénération de cette formation de l'Espagne qui a peiné un tout petit peu durant les récentes années. Ils ont changé des entraîneurs. Luis Enrique et consorts, tous sont passés et c'était un peu compliqué pour cette formation qui a un tout petit peu sombré. C'est un parcours sans faute amené par celui qui devient de plus en plus le vétéran de cette sélection, Morata, Alvaro Morata, qui porte sur ses épaules cette formation de la Roja et espagnole. C'est vrai que ça a été un peu c'était un peu facile pour la formation de l'Espagne dans cette phase de groupe qui a écrasé tous ses adversaires. Il a marché sur l'Italie d'ailleurs qui était dans ces groupes, donc je ne peux pas dire qu'il n'était pas devant le grosses écuries. Il a été devant l'Italie, il a marché, je ne dirais pas marché, mais il a battu la formation de l'Italie. L'Espagne du Portugal. Oui. L'Espagne peut être certainement cette équipe qui peut faire sensation, mais je ne la vois pas aller jusqu'au bout du bout en tout cas. Vu la jeunesse peut faire mal. C'est vrai, d'un côté nous avons Lamine Yamal et puis nous avons le petit Williams. Mais je vois peut-être l'Espagne être rattrapée par la suite avec cet effectif un peu juvénile. Voilà, vous avez quand même un peu suivi les parcours de la Géorgie avec les sélectionneurs français. Willy Sagnol. Willy Sagnol. Est-ce que pensez-vous que la course, ou soit l'aventure de cette sélection géorgienne pourrait se limiter à ce niveau? Avec la volonté qu'ils ont mis face à la formation du Portugal. C'est vrai que le Portugal aussi était déjà qualifié, mais le Portugal, comme l'Allemagne avait besoin de bien finir, mais le Portugal a tenté, ça n'a pas tenu devant la formation de la Géorgie. Et l'abnégation, la mentalité, la fougue, la rage d'aller chercher la victoire. Et d'ailleurs, j'ai vu c'est pas si c'est comment je l'appelle. J'ai vu quelque chose qui a été écrit, un tifo, une banderole. Believe, nous y croyons. We believe. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de croire en leur qualification. Le plus important pour la Géorgie, c'est... Première participation, première qualification. Ils ont réussi leur Coupe d'Europe. C'est comme à l'époque avec la Mauritanie dans la Coupe d'Afrique des Nations. L'important, c'était de participer et de réussir à passer les premiers tours. Je pense que la Géorgie n'a rien à perdre dans cette compétition avec notamment l'attaquant du Napoli, Kvaratskhelia, qui a été très bon, surtout contre la formation du Portugal. Et ils ont réussi à battre la formation du Portugal. Et là, c'était très important pour cette formation. C'est vrai, sur papier, la formation de l'Espagne reste bien armée au détriment de la formation de la Géorgie. Mais attention, s'il faut respecter le football, voilà, l'Espagne va triompher. Mais attention, la Géorgie... avec un bloc bas très important, avec une défense hermétique, avec le portier Mamardashvili, avec de noms compliqués, c'est vrai, je vais y arriver. Ah, c'est compliqué là, les noms. C'est très compliqué. Les noms géorgiens. Oui. Et d'ailleurs, ils ont le meilleur buteur de cette compétition. Exactement. Les Géorgiens avec 3 buts. Donc là, ce sont deux atouts devant la formation. Ils vont jouer leur coup. Ils n'ont pas assez de cadres, mais ils ont une colonne vertébrale, comme j'aime toujours les définir comme ça, une colonne vertébrale assez équilibrée, en commençant par les gardiens, la défense, le milieu du terrain, ainsi que l'attaquant. C'est même le buteur, Mikotoje, donc il a réalisé même 3 buts. Donc ils ont les gardiens de but, Mamardashvili. Il y a le défenseur Georgi Iglesiani. Excusez-moi si je prononce très mal les noms. Des noms georgiens, papa. Et le milieu du terrain, Kvaratskhelia. Donc, parmi ces joueurs-là, ils forment une colonne vertébrale assez équilibrée, d'où la Roja doit craindre aussi cette formation. Ouais, la Roja qui restera fidèle à elle-même. Mais attention, on a vu que cette formation de la Géorgie peut contenir les différents assauts. C'est vrai que je ne peux que mettre en avant l'image du match contre
contre le Portugal. Ça a été une image d'un match très bien travaillé avec beaucoup d'envie. Ils ont attaqué au bon moment et à chaque fois qu'ils ont voulu faire mal à la formation du Portugal, ils ont fait mal à cette formation avec des attaques placées avec des transitions très rapides en attaque. D'ailleurs, en illustration, c'est d'ailleurs le premier but de cette rencontre. Et une récupération du ballon, directement la transition au milieu de terrain, la projection en attaque avec ses ballons en profondeur pour Kvaratskhelia. Et puis voilà, il a pris Danilo de vitesse, la frappe du pied gauche. Diogo Costa a été battu. C'est un point très fort pour la formation de la Géorgie qui va tout donner pour essayer de faire la surprise, quoique ça peut être compliqué. L'Aurora, le tiki-taka va s'amener pour essayer, bien sûr, parce qu'on connaît l'Aurora qui a la facilité de déstabiliser les défenses quand ça joue énormément dans un match, surtout un match très fermé. La Géorgie n'essaiera pas ces grands adversaires, n'essaiera pas ces foudres des guerres pour la formation de l'Espagne en tout cas. Voilà, même si les analystes n'ont donné que 6%. 6% à la Géorgie pour battre l'Espagne. L'Espagne part avec 80% des chances et 14% ceux qui pensent que les matchs pourraient aller jusqu'en prolongation ou soit à la séance fatidique des tirs au but. Votre pronostic? Ce ne sont que de prédictions. Hein, exactement. Mais voilà, je l'ai dit, le football c'est aussi quand ça va dans l'essence du favori. Parce que on connaît que dans ces matchs et dans ces 3 matchs, les favoris sont connus. Donc on ne peut pas dire, c'est vrai qu'entre la Suisse... Les favoris sont connus sur papier, hein, sur l'air des jeux. Mais sur le terrain. Sur l'air de jeu, ils ont prouvé. L'Allemagne a prouvé qu'elle a la capacité de faire très mal. L'Espagne a prouvé qu'elle a la capacité de faire très mal. L'Italie s'en ronronner un peu, mais c'est une formation qui a le poids de l'histoire derrière elle. Donc voilà, on ne peut que se fier dans ça. Espagne-Géorgie, voilà, on voit ce que ça va donner. Les prédictions restent l'analyse et l'image du film de ce qu'on peut s'attendre. La Géorgie battre l'Espagne, ça peut arriver, mais un peu, voilà. On peut espérer que le miracle est permis dans le football, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts. Vos pronostics, on commence par la Suisse. Suisse, Italie, 1 but partout. Je vois le match aller jusqu'en prolongation. Suisse. 1 but partout, un match nul. Et Italie, 1 but partout. Oui. Et score final? Ils vont aller jusqu'au tir au but. Ah, mais le score final maintenant. Le but partout n'est pas le score final. Je vois. C'est la sanction de 90 minutes. Après les 90 minutes maintenant en question. Le poids de l'histoire, je vois l'Italie l'emporter, mais je pense que ça va être 50-50. Je suis pas trop sûr que l'Italie peut vraiment l'emporter, mais je l'accorde. Je l'accorde en tout cas. Allemagne-Danemark. L'Allemagne va l'emporter en tout cas. Devant la formation du Danemark, 2-0. Même. Espagne-Géorgie. Espagne-Géorgie, la France qui en ronde, et puis la Géorgie qui peut bien faire la première mi-temps, et puis la deuxième mi-temps sera fatidique entre défendre et faire la surprise. Je vois l'Espagne dicter sa loi au forceps. La Géorgie voudrait rééditer le même exploit. Ça va être compliqué comme le Maroc devant la formation de la France. Je vois un écart de 2 buts dans ces matchs. Mais voilà, je pronostique pour une victoire de l'Espagne. Une victoire de l'Espagne. Moi, je commence aussi par là. Espagne-Géorgie. Une victoire de l'Espagne au forceps. 2-1. Oui, ça peut arriver. 2-1. Allemagne-Danemark, même score que vous. 2-0 en faveur de l'Allemagne. Et Suisse-Italie, je vais du côté de la squad de Azura. Donc, sur le score de 1-2. Ça peut arriver, le poids de l'histoire. Surtout en deuxième mi-temps, tout peut se décider. Voilà. Il n'y aura pas de prolongation selon moi. Moi, je pense qu'il y aura la prolongation.
Italie-Suisse, je pense qu'il y aura la Ah ouais, c'est un match trop serré. Trop serré. Voilà, Oui. nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Kim Kakim aussi, que merci à nos abonnés. Voilà, merci beaucoup aussi à vous. Continuez toujours de nous suivre jusqu'à la finale. Nous sommes avec vous. Donc, on revient encore une fois de plus pour les 3 autres matchs. On va les faire le lundi. Déjà, on sera là avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker toutes nos vidéos, allez s'abonner si c'est pour la toute première fois et cocher sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve déjà le lundi pour un nouveau numéro. Bye.